Le soleil matinal filtrait à travers les rideaux en dentelle du village de St. Aldwych, calme et plein d'espoir, comme si la journée elle-même retenait son souffle. Une carte de table argentée, délicatement gravée du nom d'un invité qui n'était pas arrivé, était posée, intacte, à côté de la porcelaine du petit déjeuner à Ravenscroft Hall. Madame Esther Ravenscroft fixait ce seul carton avec une expression crispée, d'abord irritée, puis inquiète. Le carton, au nom de M. Alistair Brentwood, semblait presque accusateur dans sa solitude. Il y avait eu 9 invités la veille au soir, mais la salle à manger avait été dressée pour 10, et M. Brentwood n'avait jamais franchi les grandes portes en chêne. « C'est tout simplement inconsidéré », déclara le colonel Marchbanks, la moustache hérissée tremblant. « Accepter une invitation et laisser son hôtesse dans une telle situation, eh bien, cela ne se fait tout simplement pas. » Mademoiselle Marple, assise modestement à l'extrémité de la longue table, observait les réactions avec un intérêt discret. Ses yeux bleus tranquilles remarquèrent le carton, le léger tremblement de la main de Madame Ravenscroft lorsqu'elle prit sa tasse de thé, et la façon dont le majordome, M. Hawthorne, hésita lorsqu'il débarrassa la chaise de l'invité manquant. Des détails insignifiants, mais ce sont souvent les détails insignifiants qui en disent le plus long. Peut-être a-t-il été retardé, suggéra doucement mademoiselle Marple, ou reçu une convocation imprévue. De nos jours, les jeunes sont souvent appelés de manière inattendue. Sa voix était empreinte de sympathie, mais son esprit était déjà en ébullition. Madame Ravenscroft esquissa un sourire forcé, dont les coins tremblaient. « Vous avez tout à fait raison, mademoiselle Marple. Je suis sûr qu'il fera son apparition aujourd'hui. » Mais son regard se posa une fois de plus sur le carton vide, comme s'il renfermait un secret. La conversation reprit autour du petit déjeuner, mais dans une atmosphère tendue, les conversations polies s'efforçant de dissimuler la curiosité. Ravenscroft Hall était réputé pour ses soirées élégantes, sa compagnie triée sur le volet et son suspense théâtral, mais cette fois-ci, le suspense n'était pas scénarisé. Mademoiselle Evelyn Copley se pencha vers mademoiselle Marple. « Je ne fais pas confiance à tout cela, » murmura-t-elle, une lueur d'excitation dans les yeux. « Les invités mystérieux sont rarement de bon augure. »« J'espère sincèrement, » murmura mademoiselle Marple, « qu'il est simplement en retard et qu'aucun malheur ne lui est arrivé. » Car mademoiselle Marple avait vu trop d'omissions supposées inoffensives se transformer en tragédie. Après le petit déjeuner, la promenade les conduisit à travers les jardins soigneusement entretenus. Les chemins de gravier craquaient sous leurs pas, l'air froid était teinté d'une touche d'automne. Les 9 invités se promenaient en petits groupes. Prudents, les conversations bouillonnaient, mais ne débordaient jamais dans la décontraction. Un paon se pavanait avec importance sur la pelouse, peut-être déconcerté par le changement d'atmosphère. Il s'arrêta près d'un banc en marbre où gisait un mégot de cigarette, une marque étrangère coûteuse. Miss Marple le remarqua du coin de l'œil et enregistra discrètement ce détail. Madame Ravenscroft jetait des regards vers l'horizon, où une route étroite disparaissait dans un virage. Miss Marple suivit son regard. Une attente pleine d'espoir, ou la crainte de voir apparaître quelqu'un. « Vous l'attendiez hier soir ?» demanda doucement mademoiselle Marple en marchant à ses côtés. « Oh oui !» répondit Esther en serrant les plis de son châle. Il avait confirmé sa venue ce matin même. Sa gorge se serra. C'était une vieille connaissance de mon défunt mari. Une surprise. Le mot « surprise » avait une connotation négative. « Et aucun d'entre nous ne l'a rencontré ?» demanda mademoiselle Marple d'un ton presque doux. « Non, » admit madame Ravenscroft. « Seul Léonard, mon mari, le connaissait bien. Avant l'accident. » Mademoiselle Marple acquiesça avec compassion. La mort de Léonard Ravenscroft, 6 mois plus tôt,
avait marqué la communauté. On parlait d'un tragique accident d'équitation, mais des rumeurs laissaient entendre des possibilités plus sombres. Et maintenant, un invité lié à ce passé trouble qui ne venait pas, Miss Marple avait souvent constaté que les motifs de la vie étaient comme ceux du tricot. Une maille lâchée, ici, pouvait défaire tout le motif. Elle s'arrêta près d'un portail en fer forgé. Au-delà, le terrain descendait en pente douce vers un bois dense. Un corbeau solitaire était perché sur une branche basse, le regard inquiétant. « Puis-je vous demander, » continua Miss Marple doucement, « comment M. Brentwood a-t-il eu connaissance de cette réunion ?»« Une invitation a été envoyée, » répondit Esther trop rapidement. « Sur un coup de tête, peut-être. Je suis sûr qu'il n'y a rien de grave. » Mais ses doigts tripotaient nerveusement le fermoir en perles autour de son cou, trahissant son agitation. Une brise balaya le jardin, soulevant le carton argenté dans la mémoire de Mademoiselle Marple, le dernier invité, dont on ignorait où il se trouvait. La police arriva juste après le déjeuner. Un jeune agent, les joues roses d'émotion, remonta le chemin de gravier à grands pas jusqu'à l'endroit où les invités s'attardaient près de la véranda. Sa voix était assez calme, mais ses yeux trahissaient son malaise lorsqu'il s'adressa à Madame Ravenscroft. « Je vous demande pardon, Madame. Nous avons reçu un rapport. Une voiture a été retrouvée dans un fossé sur la route Est. Elle était vide. L'immatriculation correspond à celle d'un certain Monsieur Alistair Brentwood. » Tout le monde retint son souffle. « Vide ?» répéta le colonel Marchbanks d'un ton sec. « Vous voulez dire que cet homme s'est volatilisé ?»« Il est peut-être parti chercher de l'aide, » suggéra mademoiselle Evelyn, bien que ses paroles trahissaient son incertitude. Mademoiselle Marple fronça légèrement les sourcils. Y avait-il des traces de blessures ? Demanda-t-elle doucement. « Non, madame, » répondit le policier. « On aurait dit qu'il l'avait simplement abandonné. » Simplement. Les gens abandonnaient rarement leur voiture renversée dans une haie, simplement. Madame Ravenscroft vacilla. Mademoiselle Marple la soutint légèrement par le bras, d'une voix basse. « Entrez à l'intérieur, ma chère. » Mais alors même qu'elle la guidait, le regard de mademoiselle Marple se posa à nouveau sur ce vide symbolique. La voiture abandonnée. La chaise manquante. Le carton de table non réclamé qui brillait de son blanc sur le bois d'acajou poli. Un invité qui n'était jamais arrivé. Ou qui était arrivé, mais qui ne souhaitait pas être vu. Madame Ravenscroft se laissa guider à l'intérieur de la véranda, bien que ses pas fussent fragiles et incertains. Le policier tournait nerveusement près de la porte, tordant son chapeau entre ses mains, souhaitant clairement que quelqu'un de plus autoritaire que lui fasse son apparition. L'air sentait légèrement les feuilles bauques de fougères humides et le polish aux agrumes, mais en dessous se cachait une forte odeur de peur. Mademoiselle Marple tenait fermement mais rassurantement le bras de Madame Ravenscroft. Les autres invités s'attardaient à proximité, non par inquiétude, même s'ils prétendaient le contraire, mais par cette soif irrésistible des villageois d'obtenir des informations avant qu'elles ne se transforment en faits avérés. Le colonel Marchbanks prit la parole en premier, comme il le faisait habituellement. « Si le type s'est enfui, c'est peut-être tout. Les hommes font des choses stupides, surtout quand il s'agit d'affaires de cœur ou d'argent. » Mademoiselle Evelyn Copley secoua la tête, ses boucles tremblant. S'enfuir impliquerait qu'il était ici au départ, et personne ne l'a vu, à moins que quelqu'un l'ait vu et ne l'admette pas. Ces derniers mots ne s'adressaient à personne en particulier, mais attirèrent tous les regards comme des abeilles sur un pot de confiture. Mademoiselle Marple remarqua chaque regard. L'appréhension du jeune monsieur Percival Trant, l'irritation de Lydia Fairview, qui plia ses gants avec une netteté inutile, et le majordome Hawthorne, rigide comme une statue de marbre, dont les yeux ne trahissaient rien. « Peut-être, dit doucement mademoiselle Marple,
que quelqu'un a accepté un message destiné à la maisonnée. Une nouvelle de retard. Madame Ravenscroft cligna des yeux, saisissant visiblement cet espoir. Oui, ça doit être ça. Hawthorne, avons-nous reçu un télégramme? Un mot? C'était la première fissure dans la façade de la matinée. Hawthorne inclina la tête. Non, madame. Aucune communication d'aucune sorte. Sa voix était calme, mais mademoiselle Marple remarqua que sa mâchoire était crispée. Alors, continua Evelyn, quelqu'un l'attendait. Il n'est pas venu à cette réunion par pur hasard. Les épaules de madame Ravenscroft s'affaissèrent. Léonard l'avait invité, admit-elle d'une voix tremblante. Avant l'accident. Encore cette expression. L'accident. Tout le monde à Saint-Aldwich savait que ce mot cachait beaucoup de choses. Le regard de mademoiselle Marple se posa une fois de plus sur l'objet symbolique au cœur de ce mystère. Le marque-place en argent, placé délibérément, préparé avec amour et laissé intact. Il n'avait pas été disposé par un étranger. Quelqu'un dans cette maison s'était préparé à la présence d'Alistair Brentwood, ce qui signifiait que quelqu'un s'attendait à ce qu'il occupe cette place. Pendant que le thé était servi, car dans une maison anglaise, une crise ne doit jamais empêcher de prendre un rafraîchissement, la conversation se dispersa comme des graines de pissenlit dans une tempête de vent. Lydia Fairview murmura à M. Trant. S'il avait l'intention de se joindre à nous pour le dîner, pourquoi ne pas avoir prévenu qu'il serait en retard? M. Trant lissa ses cheveux bruns, la voix basse. À moins qu'il n'ait jamais eu l'intention de venir. Ce carton dit le contraire, murmura Lydia. Mademoiselle Marple remarqua que la carte argentée était toujours sur la table du petit déjeuner, désormais soigneusement mise de côté, mais brillant sous le lustre comme une accusation. Un objet sans son propriétaire. Le motif était clair, sans équivoque. Le colonel Marchbanks renifla. Si vous voulez mon avis, Brentwood, ou quel que soit son nom, semble être du genre aventurier. Il est probablement parti se promener dans les bois et s'est irrémédiablement perdu. En laissant une voiture renversée? Demanda gentiment mademoiselle Marple. Le colonel rougit. Les routes peuvent être traîtresses. Oui, songea mademoiselle Marple. Mais il est curieux de laisser derrière soi un véhicule en parfait état sans chercher de l'aide à proximité. Et un si beau véhicule, qui plus est. Elle marqua une pause. Les gens abandonnent rarement des objets de valeur, à moins d'avoir une raison urgente. Madame Ravenscroft pâlit. Les yeux d'Evelyn brillèrent d'un plaisir morbide. Peut-être a-t-il rencontré quelqu'un sur la route, quelqu'un qui l'a convaincu de finir son chemin sans être vu. Invisible. Le mot resta suspendu dans l'air, aussi dérangeant qu'un courant d'air s'insinuant sous une porte fermée à clé. Le policier s'éclaircit la gorge, espérant reprendre pied. « Nous allons élargir les recherches le long du chemin forestier, madame. Il est possible que ce monsieur se soit égaré dans un état de... confusion. » Madame Ravenscroft murmura. « Vous croyez cela? Eh bien... » Il hésita. « Nous ne pouvons pas imaginer le pire. » Comme les autorités s'accrochent facilement au confort, pensa mademoiselle Marple. Comme elles craignent souvent les vérités simples qui se trouvent juste devant elles. Elle se souvint d'une affaire dans son propre village. Une enveloppe vide avec un coin déchiré avait révélé la disparition d'une femme bien avant que son mari ne passe aux aveux. Les objets, négligés, révélaient de terribles vérités. Son regard se posa à nouveau sur la carte. Monsieur Alistair Brentwood, écrit d'une écriture élégante en lettres argentées. Pas seulement disparu, mais attendu. Bienvenue. Et si, dit doucement mademoiselle Marple, Monsieur Brentwood était bien arrivé. 3 paires d'yeux se tournèrent vers elle en même temps. Le colonel Marchbanks s'écria « Ma chère dame, tout le monde aurait vu... » « Pas nécessairement, l'interrompit mademoiselle Marple. Toujours aimable mais ferme. Les maisons ont de nombreuses entrées.
et de nombreux silences. Madame Ravenscroft retint son souffle. « Vous ne voulez pas dire qu'il est venu hier soir ?»« S'il l'a fait, répondit mademoiselle Marple, alors quelqu'un l'a vu, et quelqu'un a choisi de ne rien dire. Le silence qui suivit était si épais qu'on pouvait le toucher. Quelque part au-delà de la baie vitrée de la véranda, une branche frappa brusquement contre la vitre, un petit bruit, mais aussi net qu'un coup de marteau. Un rappel que, hors du calme cultivé de Ravenscroft Hall, le monde sauvage attendait. Des objets abandonnés, des messages non délivrés, une place réservée pour un fantôme. Mademoiselle Marple adressa un sourire doux à Madame Ravenscroft. « J'aimerais voir l'endroit où la voiture renversée a été trouvée. » Le policier cligna des yeux. « Vous, madame ?»« Je trouve, » dit mademoiselle Marple en cherchant une nouvelle paire de gants dans son sac à main tricoté, « que lorsqu'un objet n'est pas à sa place, les autres objets à proximité révèlent souvent le reste de l'histoire. » Personne n'osa la contredire. Pas alors que le marque-place en argent brillait comme un indice trop évident pour être ignoré. Mademoiselle Marple boutonna son manteau pratique. Avant de sortir dans l'air frais de l'après-midi, le policier l'accompagnant vers la route étroite qui menait à l'est. Ravenscroft Hall se dressait derrière eux, ses fenêtres reflétant une lumière pâle comme des yeux vigilants. Le chemin de gravier craquait sous leurs pieds, chaque pas les éloignant davantage de l'apparence raffinée du petit déjeuner et les rapprochant de la vérité qui les attendait. Madame Esther Ravenscroft resta sur le seuil, se tordant les mains, image même du désespoir. Sa voix tremblante les suivit. « Soyez prudente, mademoiselle Marple. »« Je le serai, » répondit-elle sereinement. Le policier, le jeune Henry Brackett, essayait de paraître vif et autoritaire, mais il continuait à jeter des regards en coin à mademoiselle Marple, comme s'il ne savait pas si le fait d'escorter une dame âgée vers un danger potentiel lui vaudrait une réprimande ou des félicitations. « C'est juste après ce virage, madame, » dit-il. La portière du conducteur est grande ouverte. Pas de sang, pas de bagages. Rien n'a été dérangé, à part la voiture dans le fossé, bien sûr. Songea mademoiselle Marple. Curieux de voir ce que les gens font quand ils pensent que personne ne les voit. Encore plus curieux de voir ce qu'ils laissent derrière eux. Le constable Brackett déglutit. La route tournait brusquement, flanquée de haies épaisses, épineuses, denses et suffisamment hautes pour transformer le chemin en tunnel. Un rouge-gorge les observait depuis une branche, les plumes hérissées contre le froid. « La voilà !» annonça Brackett. La voiture gisait sur le côté dans le fossé, sa carrosserie élégante maculée de boue et de feuilles. La portière côté passager était entr'ouverte, comme si quelqu'un s'était enfui précipitamment. Le vent sifflait doucement à travers les roseaux brisés. Mademoiselle Marple s'approcha avec une calme détermination. « Pauvre petite » murmura-t-elle. Non pas à la voiture, mais à l'histoire qu'elle représentait. Son regard balaya la scène. Des empreintes de pas dans la boue menant vers le bois. Une brindille cassée, et surtout, un objet qui brillait faiblement sous la portière passager tombée. Un rectangle argenté. Elle s'accroupit prudemment, ignorant le cri d'alarme de Brackett, et le ramassa. Elle le posa sur sa paume gantée et examina sa surface polie. Le voilà à nouveau. Le carton d'invitation argenté. Monsieur Alistair Brentwood. Mais pas celui du hall, un autre. Une écriture identique. Une calligraphie identique. 2 cartes en argent, une à l'intérieur, une à l'extérieur. Le motif s'est précisé. Pas une absence, mais une duplication. Pourquoi y en aurait-il 2 demanda Brackett à voix basse. Le ton de mademoiselle Marple resta doux. Parce que l'une est publique et l'autre était censée être privée. Brackett cligna des yeux. Elle poursuivit. Quelqu'un ici s'est assuré que M. Brentwood était attendu, et quelqu'un d'autre s'est assuré qu'il n'était pas le bienvenu.
Elle se leva et examina la voiture. Les phares n'étaient même pas endommagés. La roue droite était enfoncée profondément dans le fossé, mais il n'y avait aucun signe de collision au-delà de cela. Ce n'était donc pas un accident, un arrangement. Et ceci, ajouta mademoiselle Marple en montrant la poignée de la portière, a été essuyé. Brackett s'accroupit et regarda de près. En effet, il n'y a aucune empreinte digitale. Quelqu'un a touché la voiture après que M. Brentwood l'ait quittée, conclut mademoiselle Marple. Probablement quelqu'un qu'il connaissait et en qui il avait suffisamment confiance pour le suivre. L'hésitation de Brackett fit place à une inquiétude grandissante. « Dois-je appeler l'inspecteur ?»« En temps voulu, » répondit-elle. « Pour l'instant, j'aimerais retracer ces traces boueuses. » Ils suivirent ma trace désordonnée sur quelques mètres, jusqu'à ce qu'elle s'arrête brusquement, engloutie par l'ombre de la haie. Mademoiselle Marple s'arrêta. Les oiseaux étaient silencieux ici, comme si la nature elle-même retenait son souffle. « Un lieu de rendez-vous » murmura-t-elle. Quelqu'un attendait. « Et ensuite » insista Brackett. « Et puis, » dit-elle, « M. Brentwood a quitté le monde visible. » Ils retournèrent à Ravenscroft Hall, avec la deuxième carte nominative soigneusement enveloppée dans le mouchoir de mademoiselle Marple. La lumière de l'après-midi projetait de longs traits sombres sur les murs de pierre du manoir. Lorsqu'ils entrèrent dans le salon, la carte argentée attendait sur une table d'appoint, brillant toujours comme une accusation silencieuse, parfaitement symétrique. Deux cartes. L'une prévue, l'autre dissimulée. Mademoiselle Marple plaça la carte nouvellement trouvée à côté de l'original. Un frisson collectif parcourut la pièce, bien qu'aucun mot ne fût prononcé. Le colonel Marchbanks fut le premier à rompre le silence. Il était donc près du manoir hier soir. « Oui, » répondit mademoiselle Marple en jetant un regard à madame Ravenscroft, et quelqu'un savait précisément où il se trouvait. Les genoux d'Esther Ravenscroft semblèrent infléchir. Elle s'agrippa à la chaise la plus proche pour se soutenir. « C'était Léonard, » murmura-t-elle. Cela devait avoir un rapport avec Léonard. Brackett eut l'air perplexe. « Votre défunt mari, madame ?»« Oui. » Sa voix se brisa. « Léonard a écrit à Alistair. Ils étaient de vieux amis, du moins c'est ce que je croyais. Donc, la carte de table a été placée hier soir, dit calmement mademoiselle Marple, avant que quiconque ne la voie. Esther acquiesça. Et le majordome, demanda mademoiselle Marple, tournant son attention vers Hawthorne. Il serait dit. Madame m'a donné des instructions précises. J'ai dressé la table comme elle me l'avait demandé. Rien de plus. Mademoiselle Marple le regarda un instant de plus que ne l'exigeait la politesse. Puis elle se tourna vers les invités. Qui parmi vous savait que M. Brentwood était censé être le 10e invité, avant de voir la carte ce matin? Personne ne répondit. Mais le silence était éloquent. Mademoiselle Evelyne finit par prendre la parole d'une voix faible. Quelqu'un a retiré quelque chose qui lui appartenait, quelque chose d'important. En effet, acquiesça mademoiselle Marple. Mais la question la plus cruciale est: qui a placé quelque chose qui lui appartenait? Son regard se posa à nouveau sur les deux cartes argentées, l'une innocente, l'autre incriminante. Une vérité dédoublée, ou un double mensonge. Les objets ne mentent jamais. Les gens, oui. Le feu crépitait doucement dans la cheminée. Chaque visage reflétait sa lueur avec une peur différente. Mademoiselle Marple sourit gentiment, mais ses yeux brillaient d'une lueur d'acier. « Monsieur Brentwood est arrivé à Ravenscroft Hall, » dit-elle. « La question est de savoir s'il en est jamais reparti. » Personne dans le salon n'osa répondre immédiatement à la déclaration calme de mademoiselle Marple. Les bûches dans la cheminée craquaient et s'apaisaient, leur braise s'embrasant
comme si elle réagissait à la tension qui emplissait l'air. M. Percival Trant tira sur son col, une goutte de sueur se formant malgré la fraîcheur de la pièce. Il avait été le dernier à arriver la veille au soir, très tard en effet, se souvint mademoiselle Marple, et s'était glissé dans la réunion en s'excusant et en donnant une explication plutôt dramatique des retards sur la ligne de train de Londres. À présent, il semblait désireux de détourner l'attention. « Tout cela est terriblement dramatique », dit-il d'un ton léger. « Monsieur Brentwood est sans doute en sécurité dans une auberge voisine, où il se remet du choc de l'accident. » Mademoiselle Marple l'observa attentivement. Il évita son regard. « C'est une idée intéressante, » dit-elle doucement. « Mais s'il était blessé, on peut se demander pourquoi il n'a pas cherché de l'aide à Ravenscroft Hall, qui est si proche. » Trant toussa, marmonna quelque chose à propos de panique et de désorientation. Lydia Fairview se tortilla inconfortablement à côté de lui, évitant son regard. Madame Ravenscroft, de retour sur le canapé, mais loin d'être stable, tordait son mouchoir brodé. Si Alistair n'est jamais parti, alors quelqu'un a dû le ramener à l'intérieur. Personne ne la contredit. Hawthorne, toujours aussi loyal, s'éclaircit la gorge. « Puis-je suggérer, madame, que les invités se retirent dans leur chambre pour se rafraîchir? Une équipe de recherche aura besoin de force. » Miss Marple le regarda longuement. Il était trop calme. Il avait été trop calme depuis le début, mais le majordome était rarement le méchant. Mademoiselle Marple connaissait bien ce cliché. Même si les clichés existaient, parce qu'ils s'avéraient parfois utiles pour dissimuler la vérité. « Peut-être, » acquiesça-t-elle, « mais avant de nous séparer, j'aimerais vous demander qui a nettoyé la terrasse hier soir, après le départ des invités. » Hawthorne hésita un peu trop longtemps. « C'est moi, mademoiselle Marple. » « Comme toujours. »« Et avez-vous remarqué quelque chose qui n'était pas à sa place? Un verre en trop, peut-être? Un objet égaré ?» Il secoua la tête, mais la raideur de son attitude trahissait sa tension. Mademoiselle Marple laissa passer ce moment. Elle se tourna plutôt vers les objets disposés comme des yeux accusateurs sur la table d'appoint, les deux marque-places en argent, identiques dans leur fabrication, identiques dans leur intention. Pourtant, l'un d'eux avait voyagé. Les objets ne se déplaçaient pas. Quelqu'un avait emporté le nom de Brentwood dans la nuit. Les invités se dispersèrent à contre-cœur, chacun jetant un dernier regard aux cartes en argent, comme s'ils craignaient qu'elles ne se multiplient à nouveau dès qu'ils auraient tourné le dos. L'agent Brackett se tenait près de mademoiselle Marple. « Madame, si vous pensez que quelqu'un dans cette maison a fait du mal à l'homme disparu. »« Chut, agent, dit-elle gentiment. Nous ne savons pas encore si un préjudice a été causé. Nous savons seulement qu'il y a eu tromperie. » Elle s'avança vers le grand escalier, s'arrêtant pour laisser son regard glisser le long de la rampe polie. Les lumières du couloir semblaient plus faibles à présent, la maison elle-même se resserrant comme un souffle retenu. « Accompagneriez-vous » demanda-t-elle à Brackett, « pour inspecter les chambres d'amis? Je trouve que les chambres racontent des histoires, en particulier celles qui étaient destinées à accueillir des invités inattendus. » Brackett acquiesça avec empressement. Ils commencèrent par l'étage. Les portes bordaient le couloir comme des secrets attendant leur tour. Mademoiselle Marple en choisit une dans le coin, inutilisée selon Madame Ravenscroft. Elle essaya la poignée. Elle était verrouillée. « Cette chambre, » dit Brackett, « devait être celle de M. Brentwood. »« répondit mademoiselle Marple en retirant ses lunettes et en les nettoyant avec un calme imperturbable. « Et qui l'a verrouillée ?» Brackett fronça les sourcils. « Je suppose qu'elle était fermée à clé dès le départ. »« Les suppositions, » dit-elle doucement, « sont de dangereuses compagnes. » Elle tapota doucement sur la porte. « Madame Ravenscroft ?» Des pas s'approchèrent derrière elle. Esther apparut, pâle, dans le couloir.
Cette pièce n'était pas fermée à clé, dit-elle d'une voix aiguë, empreinte de détresse. Je l'ai laissée ouverte hier soir. Il y avait des fleurs fraîches sur la table. Le feu était allumé. Mademoiselle Marple acquiesça. Alors quelqu'un l'a fermée après que M. Brentwood ne se soit pas présenté. Brackett essaya à nouveau la poignée. Rien à faire. Les yeux de Mademoiselle Marple brillèrent d'une lueur de compréhension. « Puis-je vous demander, ma chère, qui garde les clés des chambres d'amis ?» Hawthorne répondit depuis l'escalier. Il avait suivi silencieusement. « Moi. » Ce n'était pas surprenant, mais trop commode. « Et où sont-elles conservées ?» demanda Mademoiselle Marple. « Dans l'office du majordome, » répondit Hawthorne. « Je suis le seul à y avoir accès. »« Le seul, » répéta Mademoiselle Marple, avec la délicate insistance d'une femme qui coude un poing à l'endroit précis où il doit être. Un courant d'air froid soufflait sous la porte verrouillée. Mademoiselle Marple se pencha lentement, les articulations douloureuses, mais l'esprit vif. Une fine ligne de boue traçait le long du seuil. « Constable, » murmura-t-elle, « éclairez ici. » Brackett s'agenouilla à côté d'elle, le faisceau pâle de sa lampe torche révélant des gouttelettes, de la boue, étalée et fine, menant à l'intérieur de la pièce et non à l'extérieur. « Quelqu'un l'a amené ici, » souffla Brackett. « Ou quelque chose qui lui appartient, » rétorqua Miss Marple. « Nous ne devons pas décider trop rapidement quelle place occupe actuellement M. Brentwood dans cette maison. » Son regard se posa à nouveau sur Hawthorne. « Vous avez verrouillé cette porte après qu'un visiteur soit entré. » Hawthorne pâlit. « Madame, je vous jure... »« Oh, je ne vous accuse pas, » dit Mademoiselle Marple avec une précision sereine. « Je ne fais que constater. » C'était bien là, le tremblement de ses mains. Ce n'était pas la peur de la culpabilité, c'était la peur de savoir. Madame Ravenscroft pressa une main tremblante contre son cœur. « S'il vous plaît, que quelqu'un ouvre la porte. » Mademoiselle Marple acquiesça. « Oui. Nous devons voir ce que Ravenscroft Hall cache à lui-même. » Avant que Hawthorne n'ait pu bouger, un cri retentit en bas, surprenant, paniqué. « Venez vite, dans la bibliothèque !» Brackett se leva d'un bond. Mademoiselle Marple se redressa, les yeux aiguisés comme une lame sortie de son fourreau. Le motif des marque-places en argent lui traversa l'esprit. Un sur la table, un près de la voiture. Y en aurait-il un troisième? Elle suivit rapidement le policier dans les escaliers, le cœur battant à tout rompre. Quelqu'un avait disparu la nuit dernière à Ravenscroft Hall. Mais maintenant, quelqu'un d'autre avait disparu. Et quelque part dans cette pièce fermée à clé à l'étage, une réponse attendait, silencieuse, argentée et accablante. Mademoiselle Marple atteignit la porte de la bibliothèque alors que Lydia Fairview trébuchait en arrière, la main pressée contre sa bouche. « Je ne voulais pas crier, » balbutia-t-elle, les yeux fixés au fond de la pièce. Les étagères s'élevaient, austères et inflexibles, tandis qu'un lourd rideau de velours ondulait légèrement, bien qu'aucune fenêtre ne fût ouverte. L'air était imprégné de l'odeur poussiéreuse du vieux papier et de quelque chose de bien plus âcre. Le constable Brackett s'avança. Que s'est-il passé ici? Lydia pointa du doigt, la main gantée tremblante. « Là, sur le bureau. » Miss Marple suivit son regard. Là, appuyé contre un registre relié de cuir, se trouvait un autre carton d'argent. Les mêmes bords décorés, la même encre argentée, le même nom, M. Alistair Brentwood. Miss Marple s'approcha, mesurant chacun de ses pas. La carte semblait intacte, placée délicatement, délibérément. Elle brillait comme un sourire froid. 3 cartes, une de trop pour prétendre à l'innocence. Brackett déglutit. Elle n'était pas là tout à l'heure. Nous avons tous vu la bibliothèque ce matin. Oui, murmura Miss Marple. Et quelqu'un a vu que nous fouillions.
Elle souleva délicatement la carte. Le nom brillait comme pour se moquer du silence. Lydia s'étrangla. « Est-il ici? Dans la maison ?» Mademoiselle Marple se retourna lentement. « Mademoiselle Fairview, il y a plusieurs façons pour un homme d'être dans une maison sans être vu. » Un léger bruissement lui répondit, du papier glissant d'une étagère. Puis le silence revint. Le colonel Marchbanks apparut dans l'embrasure de la porte, le visage rouge. « Que signifie tout ce bruit? Nous devons rester calmes. » Ses bottes laissaient de petites traces de terre sur le tapis, de la terre fraîche. Les yeux de mademoiselle Marple ne manquèrent pas de le remarquer. Il remarqua son attention et se raidit. « Je ne faisais qu'inspecter le terrain, » dit-il sèchement, à la recherche d'indices. « Bien sûr, » répondit-elle doucement, « une initiative utile. » Il grogna, apaisé, trop facilement. Madame Ravenscroft arriva ensuite, fermement soutenue par Evelyne. Son expression s'assombrit davantage à la vue de la troisième carte. « Qu'est-ce que cela signifie, mademoiselle Marple ?»« Cela signifie, dit doucement mademoiselle Marple, que quelqu'un nous rappelle qu'un invité n'a pas encore été retrouvé. Il nous le rappelle à plusieurs reprises. » Hawthorne entra alors, inhabituellement essoufflé. « Madame, l'inspecteur Willis a été convoqué. Il arrivera dans l'heure. » Brackett se redressa, soulagé. « Miss Marple, non. »« L'inspecteur Willis sera minutieux, » concéda-t-elle, mais un grade élevé ne garantit pas une grande perspicacité. Ses doigts effleurèrent les bords des trois cartes, une provenant du hall, une du bord de la route, une de la bibliothèque. Une invitation, une carte abandonnée, une carte remise, une conversation menée sans parole à travers des objets. Quelqu'un à l'intérieur de Ravenscroft Hall se déplaçait librement, quelqu'un qui n'avait pas peur d'être pris. Les yeux de mademoiselle Marple parcoururent la bibliothèque, absorbant les détails. Une chaise légèrement déplacée, une fine trace brillante sur un buvard où une main s'était récemment appuyée. Un léger parfum d'agrumes et de tabac qui flottait dans l'air. Percival Trant entra prudemment, l'air tendu. « Pensez-vous qu'il se cache? Que M. Brentwood joue une sorte de farce macabre ?»« Non, » répondit simplement mademoiselle Marple. Brackett demanda « Alors quoi ?»« Quelqu'un ici veille à ce que M. Brentwood reste le centre de l'attention, » répondit-elle. « Même en son absence, il contrôle la pièce. » Evelyne frissonna. « Mais pourquoi ? » ?»« Parce que, » répondit mademoiselle Marple, « le village doit croire qu'il est arrivé, et le village doit croire qu'il est parti, ou qu'il a été enlevé. » Madame Ravenscroft s'effondra dans un fauteuil. « Qui ferait cela ?» Mademoiselle Marple expira doucement. « Quelqu'un qui comprend que les objets racontent mieux les histoires que les langues. » Son regard se posa lentement, pensivement, sur la grande horloge de la cheminée. 13h37. Le tic-tac semblait plus fort maintenant. Un rappel que le temps, lui aussi, pouvait disparaître. Elle se tourna vers l'agent Brackett. « Nous devons retourner dans la pièce fermée à clé. Maintenant que cette troisième carte a fait surface, nous ne pouvons plus attendre. » Hawthorne hésita. « Madame, ne devrions-nous pas attendre l'inspecteur ?» Mademoiselle Marple lui adressa un sourire chaleureux et d'une assurance dévastatrice. « Vous voyez, il est très important que nous y retournions avant son arrivée. Ceux qui souhaitaient dissimuler avaient besoin de secret. Ceux qui souhaitaient révéler avaient besoin d'urgence. Les deux forces s'affrontaient désormais entre ces mêmes murs. » Brackett acquiesça, rassuré. Il fit signe à Lydia et aux autres de rester en arrière. « Personne ne doit quitter cette pièce, » avertit-il. Le colonel Marchbanks poussa un soupir, mais resta où il était. Miss Marple se retourna, son sac à main argenté à la main, et conduisit le constable vers l'escalier.
Alors qu'elle s'avançait dans le couloir, l'air semblait plus lourd. La maison écoutait. 3 cartes. Et la vérité importune qui les reliait entre elles. Mademoiselle Marple ne s'arrêta qu'une seule fois, jetant un regard en arrière à travers les portes ouvertes de la bibliothèque. Lydia, Evelyn et Madame Ravenscroft se blottissaient les unes contre les autres comme des oiseaux anxieux. Marchbanks et Tran se tenaient à l'écart, raides comme des statues. Hawthorne s'attardait sur le seuil, vigilant. L'un d'entre eux savait exactement ce que contenait la pièce fermée à clé. Elle continua à monter. Sur le palier, sa voix douce portait une certitude tranquille. L'histoire de M. Brentwood est écrite par quelqu'un qui croit que nous comprenons moins que ce n'est le cas. Brackett la regarda. « Et est-ce le cas ?»« Oh, dit mademoiselle Marple, nous comprenons suffisamment. » Elle atteignit la porte fermée à clé. « Maintenant, murmura-t-elle, ouvrons ce chapitre. » Le constable Brackett essaya à nouveau d'ouvrir la porte de la chambre d'amis sans toutefois espérer réussir. La serrure résistait toujours, avec une certitude inflexible. La lumière du couloir clignota une fois au-dessus d'eux, plongeant la scène dans une ombre momentanée. Mademoiselle Marple attendit patiemment que la lueur cuivrée se stabilise à nouveau, avant de s'adresser à Hawthorne, qui se tenait prudemment un pas derrière elle. « Vous avez les clés, je crois, » dit-elle d'un ton aussi poli que celui d'une femme de pasteur, mais aussi tranchant que du grésil. Pendant un instant, il ne bougea pas. Puis, avec une prudence délibérée, il sortit un trousseau de clés en laiton de sa poche. Ses doigts tremblaient tandis qu'il choisissait une clé. Mademoiselle Marple observa ce tremblement, léger mais très révélateur. Il inséra la clé. Un clic retentit, trop fort dans le long couloir. Brackett expira, puis ouvrit la porte. L'air de la pièce était vicié et teinté d'une légère odeur métallique. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les rideaux, projetant de longues rayures sur le lit. Un vase de chrysanthèmes frais était posé sur la table, les fleurs encore fermées serrées les unes contre les autres, comme si elles attendaient une arrivée qui ne venait jamais. Miss Marple entra la première, examinant la pièce d'un regard discret. La couette était légèrement défaite, pas rejetée en arrière, mais touchée. Le fauteuil était incliné loin de la cheminée. Son coussin était enfoncé. Quelqu'un s'était assis là, récemment. Peut-être tard dans la nuit. Elle s'approcha du lit. La couverture était repliée avec soin, comme le font les femmes de ménage, mais sous l'oreiller se trouvait une légère dépression. Juste la forme d'une tête d'homme. La voix de Brackett tremblait. « Pensez-vous qu'il a dormi ici ?» ?»« Non, » répondit mademoiselle Marple. « Il s'est reposé ici. » Brièvement, quelqu'un ne voulait pas qu'il reste longtemps. Son regard se porta sur l'armoire. Les portes étaient entr'ouvertes. Invitation ou erreur? Elle les ouvrit complètement. À l'intérieur était suspendu un seul vêtement, une veste de costume pour homme d'excellente facture. Dans la poche, ses doigts gantés trouvèrent un mouchoir monogrammé. Abbé Brackett se pencha vers elle et baissa la voix. Donc, il était vraiment ici. Hawthorne eut un bruit étranglé dans la gorge. « Madame, je vous jure que je n'ai jamais vu... » Mademoiselle Marple l'interrompit gentiment. « Hawthorne, quoi que vous ayez fait, ou pas fait, votre peur attire plus l'attention que la vérité ne le ferait. » Il ferma les yeux. Honte ou crainte? Difficile à dire. Elle retourna vers le lit. Quelque chose brillait à côté de l'oreiller. Une fine épingle à cravate en métal, en forme de faucon aux ailes déployées. Elle la souleva un instant avant de la reposer exactement là où elle l'avait trouvée. « Brentwood est parti précipitamment, » murmura-t-elle. « Ou bien il a été emmené. » Brackett tira nerveusement sur sa tunique. S'il est parti de son plein gré, pourquoi aurait-il laissé sa veste derrière lui? En effet, acquiesça mademoiselle Marple.
Mais peut-être que ce qu'il a laissé derrière lui était destiné à dire « Je suis arrivé. J'ai dormi. J'ai été emmené. » Un coup de vent soudain fit vibrer la fenêtre. Mademoiselle Marple jeta un coup d'œil dans cette direction. Le loquet était verrouillé. De la boue collait à la vitre inférieure, à l'intérieur. Quelqu'un était entré par la fenêtre. Il ne s'était pas échappé par là. Elle suivit du doigt une petite trace de boue sur le cadre, une trace silencieuse laissée par un intrus négligent. Et les chrysanthèmes, même dans cette lumière tamisée, elle vit des gouttelettes à la base de leurs tiges, du givre fondu. Ils n'avaient alors pas été coupés le matin même. « Ils ont été apportés pendant la nuit », murmura-t-elle, pendant que M. Brentwood était ici. Brackett déglutit. « Pourquoi du givre ?»« Parce qu'il venait d'un endroit plus froid que cette pièce, » répondit doucement Mademoiselle Marple. « Peut-être du jardin, ou d'une cave. » Hawthorne tressaillit. Mademoiselle Marple se retourna. Les fleurs ont été disposées après son entrée dans cette pièce, pas avant. Ce qui signifiait que quelqu'un était entré, l'avait remarqué, et n'avait toujours pas alerté la maisonnée. Ses yeux, doux, impitoyables, se fixèrent sur Hawthorne. « Vous avez verrouillé cette porte après avoir vu l'état de la pièce. » Sa voix se brisa. « Madame, j'ai vu des traces de boue ce matin. J'ai pensé qu'un renard était peut-être entré, et la veste... » Il hésita. « J'ai craint le pire. »« Vous avez craint le scandale, » corrigea Mademoiselle Marple. « Pas la vérité. » Brackett regarda à nouveau vers la fenêtre. « Celui qui est entré par là pourrait être n'importe où dans la maison à présent. » Mademoiselle Marple acquiesça. « C'est précisément pour cette raison, je pense, que la troisième carte est apparue dans la bibliothèque. » Hawthorne vacilla, sa dignité s'effritant. « S'il vous plaît, que faisons-nous » Miss Marple se dirigea lentement vers la table de chevet. Un reflet argenté attira son regard. Une quatrième carte. Elle ne brillait pas de mille feux comme les autres, mais était légèrement froissée, comme si elle avait été serrée dans une main désespérée. Le nom, une fois de plus, Monsieur Alistair Brentwood. Elle la souleva délicatement. « Une carte de visite coupable, » dit-elle. Brackett demanda. « Qu'est-ce que cela signifie ?»« Que notre coupable, » répondit Mademoiselle Marple, « ne laisse des miettes de pain que lorsqu'il souhaite être suivi. » Elle posa la quatrième carte à côté du vase de fleurs. 4 objets. Une histoire. « Constable, » dit-elle, « allez chercher l'inspecteur Willis immédiatement et demandez-lui de sécuriser toutes les entrées. Notre visiteur n'est pas parti. » Brackett se précipita dehors. Hawthorne s'effondra dans le fauteuil comme si on avait coupé ses ficelles. Mademoiselle Marple lui toucha légèrement l'épaule. « Vous avez peur parce que vous savez ce que ces cartes nous révèlent. » Il leva les yeux, les paupières humides. « Que nous disent-elles, Mademoiselle Marple ? Que M. Brentwood n'était pas destiné à rester en vie assez longtemps pour prendre place à table. » Il poussa un long soupir, lourd et saccadé. « Et pire encore, » ajouta-t-elle d'une voix douce comme une lame sous de la soie. « L'un d'entre nous l'a déjà pleuré, avant que nous sachions qu'il avait disparu. » Miss Marple et Hawthorne restèrent dans la pièce fermée à clé quelques instants encore. Sous le calme apparent, la maison respirait le danger. Elle rassembla les 4 cartes argentées avec une délicate précision et les glissa dans une petite enveloppe dans son sac à main. Les objets racontaient des histoires et ceux-ci parlaient à l'unisson. Des pas se précipitèrent dans l'escalier. Le constable Brackett apparut, les cheveux en bataille. « L'inspecteur Willis vient d'arriver, madame, mais il s'est passé quelque chose en bas. » Mademoiselle Marple resta impassible, mais Hawthorne pâlit. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle doucement. « La porte de la bibliothèque. Elle est verrouillée maintenant. Et personne à l'intérieur ne répond quand on frappe. »
Hawthorne laissa échapper un halètement étranglé. Sans perdre un mot ni un geste, Mademoiselle Marple descendit l'escalier, Brackett sur ses talons. Le couloir semblait plus étroit qu'auparavant, comme si les murs se penchaient vers l'intérieur pour assister à la révélation de la vérité. Ils arrivèrent à la bibliothèque. La lourde porte en chêne était fermée à clé. Brackett frappa brusquement. « Colonel ? Mademoiselle Fairview ? Madame Ravenscroft ?» Le silence engloutit les noms. L'inspecteur Willis, un homme trapu aux yeux gris perçants, s'avança. « Reculez !» Sa voix était froide comme l'acier. Il enfonça la porte d'un coup d'épaule. Les gonds grincèrent. La porte s'ouvrit brusquement vers l'intérieur. Ce qui était une pièce où régnait une attente inquiète s'était transformé en une scène de panique. Madame Ravenscroft se tenait près de la fenêtre, tremblante, le visage blanc comme un linge. Mademoiselle Evelyn Copley était effondrée dans un coin, sanglotant. Lydia Fairview était accroupie à côté d'elle, agitant frénétiquement les mains. Tran et le colonel Marchbanks se tenaient non loin du bureau, mais aucun d'eux n'osait s'approcher de ce qui se trouvait dessus. Hawthorne jura entre ses dents, ce qui ne lui ressemblait pas. Mademoiselle Marple s'avança, le regard fixe. Sur la surface en cuir du bureau se trouvait une 5e carte de table en argent. Elle n'était ni posée ni disposée, mais jetée, ses bords tordus. Le nom inscrit n'était plus celui de Brentwood. On pouvait lire « Colonel Henry Marchbanks ». Le colonel recula, le visage rouge de colère. « C'est scandaleux. Une maudite farce !» La voix de mademoiselle Marple était douce, mais d'une précision mortelle. « Non, c'est une déclaration. » Marchbanks s'essuya le front d'une main tremblante. « Pourquoi mon nom ?» Mademoiselle Marple regarda le carton pendant un long moment, silencieuse. Puis elle leva les yeux vers ses bottes, celles qu'elle avait remarquées plus tôt, encore couvertes de traces de terre fraîche. « Vous étiez dehors, il y a quelques instants, » dit-elle doucement. « Au moment même où quelqu'un a verrouillé cette pièce de l'intérieur. » Marchbanks s'emporta. « Coïncidence, je me suis simplement... » La voix d'Evelyn coupa court à l'hystérie. « Il nous a laissés seuls ici, et quelqu'un d'autre était invisible. » L'inspecteur Willis se tourna brusquement vers le colonel. « Avez-vous vu quelqu'un dans le parc ?» Le colonel déglutit. « Non, rien. » Mademoiselle Marple s'approcha de la fenêtre. Dehors, les jardins s'étendaient à perte de vue, ouverts, vulnérables. Aucun signe d'intrus ou de spectre. Pourtant, le malaise était plus fort que jamais. Evelyn se mit soudain à sangloter plus fort. « Il y a autre chose. Montrez-leur. » Lydia hésita, puis leva une main tremblante vers le tapis devant la cheminée. Brackett attrapa les franges et le tira en arrière. En dessous se trouvèrent des empreintes boueuses éparpillées, menant de la fenêtre, à l'endroit où la 5e carte avait été jetée, puis revenant en arrière, comme si un visiteur s'était déplacé parmi elles, audacieux et sans crainte. L'inspecteur Willis grogna. « Personne ne quitte cette maison. » Madame Ravenscroft étouffa un cri désespéré. « Nous sommes hantés par un homme mort. » Miss Marple prit la parole, d'un calme apaisant. « Pas de hantise, seulement un plan humain. » Elle se tourna vers Hawthorne. « Vous avez verrouillé la pièce à l'étage, mais quelqu'un d'autre a verrouillé celle-ci. » L'inspecteur Willis acquiesça d'un air sombre. Quelqu'un dans cette bibliothèque avait une 2e clé. Les regards se croisèrent. La tension monta. Lydia balbutia. « Vous ne pensez pas que l'un d'entre nous... » Mademoiselle Marple la regarda avec une douce clarté. « Ma chère, dans un espace confiné, le soupçon est comme de la fumée. Il s'élève de sa source. » Elle se dirigea vers l'enveloppe argentée dans son sac à main, en retira les 4 cartes Brentwood et les posa à côté de la carte de Marchbanks, sur le bureau, formant un éventail accusateur.
5 indices brillants. 4 pour nous rappeler qu'un invité manquait à l'appel, dit mademoiselle Marple, et maintenant, un seul indique qu'un deuxième invité a été choisi. Marchbanks trébucha en arrière. « Je ne suis pas un meurtrier. »« Non, » répondit mademoiselle Marple, « mais vous avez peur, c'est utile. » Willis s'approcha. « Peur de quoi ?» Le colonel regarda madame Ravenscroft, un regard qui dura un peu trop longtemps. Elle tressaillit. Mademoiselle Marple vit tout. Les relations dans cette maison ne sont pas ce qu'elles semblent être, murmura-t-elle. L'affection et le ressentiment font des compagnons de lit agités. À ce moment-là, un gémissement s'échappa du coin où se trouvait Evelyne. Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle tendit la main vers l'étagère du bas, les yeux écarquillés de terreur. Quelque chose est derrière. Brackett s'agenouilla et appuya sur le panneau, qui coulissa vers l'intérieur. Un compartiment secret apparut. Il était vide. Mais sur le plancher en bois à l'intérieur, la poussière avait été déplacée en formant un grand rectangle, comme si un objet lourd venait d'être retiré. Mademoiselle Marple fixa l'empreinte. Quelque chose avait été caché là, récemment dissimulé, récemment révélé. L'inspecteur Willis grogna. Quelqu'un joue à un jeu très dangereux. Miss Marple resta sereine. Ce n'est pas un jeu, corrigea-t-elle. C'est la justice différée, et quelqu'un a l'intention de la faire triompher. Son regard se posa une fois de plus sur le groupe effrayé. Le majordome tremblant, la veuve frissonnante, 2 jeunes gens s'efforçant de garder leur sang-froid et un soldat perdant pied à chaque seconde. 5 cartes. 5 joueurs en danger. Une main invisible qui écrit les règles. Et quelque part, sous ce toit, mademoiselle Marple soupçonnait. Le véritable dernier invité attendait déjà, silencieux, patient, pour réclamer une chaise qu'aucun hôte ne voudrait lui offrir. Mademoiselle Marple marcha lentement vers le centre de la bibliothèque, chaque pas affirmant tranquillement son autorité. Les 5 marque-places en argent restaient exposés sur le bureau, comme une main de cartes dans un jeu dangereux où un seul joueur connaissait les règles. Elle parla avec un calme serein. Nous ne devons pas penser à qui était M. Brentwood, mais à qui il menaçait de devenir. L'inspecteur Willis croisa les bras. « Que voulez-vous dire ?» Le regard de mademoiselle Marple se posa sur madame Ravenscroft, assise raide dans l'ombre de la grande fenêtre. « Les gens invitent rarement quelqu'un chez eux après des mois de silence, dit-elle, à moins qu'une question en suspens ne demande à être réglée. Esther Ravenscroft tordait son mouchoir entre ses mains. Léonard lui faisait confiance, murmura-t-elle. Alistair était son ami le plus proche. Sa voix tremblait. Après l'accident de Léonard, il y avait des papiers, des investissements commerciaux. Je n'ai jamais compris. Mademoiselle Marple acquiesça doucement. Les affaires souvent enterrées à la hâte sont celles qui ont les racines les plus profondes. Le colonel Marchbanks aboya. Assez de devinettes. Si cet homme avait l'intention de faire du chantage. L'inspecteur Willis tourna brusquement la tête vers lui. Du chantage? Le colonel se figea, réalisant trop tard son erreur. La voix de mademoiselle Marple resta douce. Ah, vous parlez comme quelqu'un qui connaît bien ce genre de motivation. Marchbanks rougit. Ce ne sont que des spéculations. Mademoiselle Marple laissa le silence s'installer autour de lui. La nature humaine remplissait le silence de vérité. Puis elle se tourna vers une autre personne. « Mademoiselle Fairview, » dit-elle gentiment, « je me demande si vous réalisez à quel point vos chaussures sont révélatrices ?» Lydia recula d'un pas. « Mes chaussures ? Oui, ma chère. Il y a de la boue incrustée profondément dans les lacets. Pas de la boue récente provenant du sol de la bibliothèque, mais de la boue argileuse provenant de la route Est. » Son ton ne contenait aucune accusation. Le genre de boue que l'on trouve près d'une voiture accidentée. Lydia eut le souffle coupé.
Je voulais seulement voir par moi-même. Madame Ravenscroft était tellement bouleversée, et aucun d'entre vous ne semblait disposé à... Mademoiselle Evelyne eut un petit cri de panique. « Vous y êtes allée seule, dans les bois !» Lydia acquiesça tristement. « J'avais une lampe torche, je n'ai vu personne. » Les yeux de mademoiselle Marple décrivirent calmement des cercles autour de la pièce, rassemblant des indices. « Nous avons un homme qui a été invité à révéler une vérité, » dit-elle calmement. « Une maison pleine de gens terrifiés par ce que cette vérité pourrait être. » Willis marmonna. N'importe lequel d'entre eux aurait pu faire taire Brentwood. Mademoiselle Marple sourit faiblement, mais pas discrètement, pas aussi habilement. Elle reporta son regard sur les 5 cartes. Leurs bords argentés et froids reflétaient ses traits doux, mais ses yeux étaient d'acier. Qui ici manipule davantage les objets que les mots? Qui place des indices plutôt que des accusations? Un silence s'installa. Puis, quelqu'un qui connaît les habitudes de cette maison, ses portes, ses cachettes. Tous les regards se tournèrent vers Hawthorne. Le majordome déglutit bruyamment. Je craignais le scandale, balbutia-t-il. Mais je ne ferai jamais de mal. Mademoiselle Marple secoua la tête. Vous avez protégé Madame Ravenscroft, vous n'avez pas comploté contre elle. Les yeux de Hawthorne se remplirent de larmes, à parts égales de soulagement et d'effroi. Non, il n'était pas l'auteur des traces d'argent. L'attention de mademoiselle Marple se porta ensuite sur Percival Trant. Il se redressa sur la défensive. « Je connaissais à peine Léonard, » dit-il d'une voix aiguë. « J'étais ici pour voir madame Ravenscroft au sujet d'un investissement dans les écuries. »« Oui, » dit mademoiselle Marple, « vous êtes arrivé tard. » Trop tard pour prétendre qu'il s'agissait d'une coïncidence. « J'avais une preuve, » protesta Trant. « Le train avait du retard, demandez à la gare. » Mademoiselle Marple acquiesça. « En effet, et vous vous êtes annoncé très bruyamment. Un homme qui souhaite être vu vient rarement de commettre un crime dans l'obscurité. » Il se dégonfla, soulagé mais secoué. Il en restait 2. Evelyne Copley, tremblante, les mains crispées en poing. Madame Ravenscroft, le regard perdu au loin, comme si elle écoutait un murmure venu d'outre-tombe. L'inspecteur Willis fronça les sourcils. Madame Ravenscroft n'a certainement aucune raison. Mademoiselle Marple parla très doucement. Le chagrin peut cacher beaucoup de choses, surtout lorsqu'il s'accompagne de culpabilité. Esther tressaillit violemment. De culpabilité? Pourquoi? Pour un mariage qui n'était pas ce qu'il semblait être, dit mademoiselle Marple. Votre mari a écrit à monsieur Brentwood. Mais la lettre a été retrouvée déchirée dans votre tiroir à couture, une tentative de discrétion. Esther secoua violemment la tête. Je l'ai gardée parce que cela me faisait mal de la voir. Léonard faisait plus confiance à Alistair qu'à moi. Et l'amour se transforme rapidement en haine, murmura mademoiselle Marple. Non, s'écria Esther, je ne voulais pas la mort d'Alistair, je voulais des réponses. Le regard de mademoiselle Marple s'adoucit. Ah, alors peut-être que quelqu'un voulait vous empêcher d'obtenir ces réponses. Son regard se posa sur Evelyne. Evelyne pâlit. J'ai seulement essayé d'aider Esther. Léonard me confiait parfois des choses quand elle était malade. Mais je n'ai jamais. Miss Marple s'approcha. Sa voix était douce, mais ferme. Mademoiselle Copley, quand vous avez crié, vous n'avez pas pointé du doigt le bureau, mais ce qui se trouvait derrière. Les lèvres d'Evelyne tremblèrent. J'ai vu des empreintes. Mademoiselle Marple acquiesça doucement. Des empreintes qui ne menaient pas vers la fenêtre, mais depuis celle-ci. Elles se déplaçaient librement parmi vous pendant que vous vous recroquevilliez. Evelyne tremblait. J'ai peur. Oui, dit mademoiselle Marple avec gentillesse. Vous avez peur, peur que la vérité sur Brentwood soit révélée.
mais encore plus peur que celui qui l'a réduit au silence, s'en prenne maintenant à vous. Les yeux d'Evelyn se posèrent brièvement sur le colonel, et mademoiselle Marple le remarqua. Le colonel vit qu'elle l'avait remarqué. Sa main se tendit vers sa canne, non pas pour retrouver son équilibre. L'inspecteur Willis réagit instantanément. « Colonel Marchbanks, ne bougez pas !» La canne tomba dans un bruit métallique. La voix du colonel Marchbanks était tendue, creuse. Si Brentwood avait révélé les malversations financières de Léonard, tout le comté aurait réagi. Des réputations ruinées, l'héritage d'un héros détruit. « Qui a protégé l'héritage de Léonard, colonel ?» demanda doucement mademoiselle Marple. « Celui qui en a profité ? Celui à qui il a confié tous ses paris stupides ?» La poitrine du colonel se soulevait. Sa moustache tremblait. « Brentwood n'était pas censé mourir, » murmura-t-il. « Il était seulement censé partir, juste partir. » L'inspecteur Willis fit claquer les menottes, mais mademoiselle Marple continuait à observer Evelyn. Car elle avait vu une autre vérité. La chaise avait été retirée de sous Marchbanks, mais celui qui avait préparé la table détenait toujours le dernier coup. La voix de mademoiselle Marple trancha l'air comme une lame silencieuse. Les cartes argentées. Quelqu'un a inscrit son nom sur la mort, et quelqu'un d'autre n'a pas encore réclamé sa chaise. Evelyn retint son souffle, car elle comprit. Mademoiselle Marple regarda la carte restante. Il y avait de la place pour un nom de plus. Un seul. L'inspecteur Willis prit le colonel Marchbanks à part, sous le regard du groupe, dont la peur se transforma en quelque chose de plus vif. Confusion, suspicion et crainte de ce qui allait suivre. Mademoiselle Evelyn Copley s'éloigna du colonel, mais la panique flottait toujours dans son regard. Elle semblait à la fois soulagée et effrayée que les soupçons ne pèsent plus sur elle, pour l'instant du moins. Miss Marple balaya à nouveau la pièce du regard. 5 cartes, 5 suspects, un auteur invisible, et l'écriture argentée restait impitoyable. Elle s'adressa à l'Assemblée avec la plus grande douceur. « Le colonel Marchbanks n'est pas l'architecte de ce sombre complot. » Sa voix s'adoucit encore. « Il n'est qu'un pion manipulé par une autre main. » Marchbanks se raidit dans les bras de l'inspecteur. « J'ai essayé de lui faire peur, Brentwood. Juste un avertissement sur la route de l'Est. Il a dérapé, la voiture a fait un tonneau. J'ai paniqué. Mais M. Brentwood n'est pas mort dans ce fossé, répondit mademoiselle Marple. Il s'en est sorti. Marchbanks s'affaissa, dévasté. J'ai suivi ses traces, puis j'ai fait demi-tour. Je ne l'ai jamais revu. C'est parce que quelqu'un de plus déterminé l'a atteint avant moi, dit doucement mademoiselle Marple. Tous les regards se tournèrent vers Evelyn. Elle recula contre les étagères. « Pourquoi me regardez-vous? Je n'aurais jamais... » Mademoiselle Marple secoua la tête. « Pas vous, ma chère. » Evelyn cligna des yeux, perplexe. Mademoiselle Marple s'approcha de la fenêtre, où la faible lumière de la lune s'infiltrait désormais depuis le crépuscule naissant. « Examinons à nouveau les cartes argentées, » dit-elle d'une voix calme, comme un rythme de tricot. « Une posée sur la table avant notre réveil. Une laissée près de la voiture accidentée. Une cachée dans la bibliothèque. Une écrasée dans la pièce fermée à clé. Et enfin, une jetée sur le bureau pour détourner les soupçons. » Elle se retourna lentement. Personne ici ne les a manipulés, sauf une seule personne. Hawthorne se raidit visiblement. Mademoiselle Marple le regarda avec une triste lucidité. Les majordomes sont formés à l'invisibilité. Leurs mouvements passent inaperçus, leurs tâches sont silencieuses. Ils voient tout et parlent peu. Le visage de Hawthorne s'effondra. « Madame, je vous en prie, vous craignez le scandale plus que tout, » poursuivit mademoiselle Marple. « Les comptes financiers de Léonard Ravenscroft auraient détruit cette maison. Vous servez ici depuis votre jeunesse.
Vous seriez prêt à tuer pour la protéger. Les yeux d'Esther Ravenscroft s'écarquillèrent d'horreur. « Hawthorne ?» Il la regarda, les yeux rougis. « Tout ce que j'ai fait, c'était pour vous, pour le manoir. » Mademoiselle Marple poursuivit, d'un ton doux mais implacable. « Vous avez suivi M. Brentwood depuis la route. Vous l'avez persuadé, peut-être même gentiment, d'entrer dans la maison sans être vu. Mais il a résisté, il a insisté pour que la vérité soit révélée. » Des larmes coulaient sur les joues de Hawthorne. « Il a dit du mal du maître. Il a dit qu'il allait tout révéler. Je ne pouvais pas le laisser faire. » Esther serra son cœur. La voix de mademoiselle Marple s'adoucit. « Et quand il s'est éteint, vous avez déposé des fleurs. » Hawthorne acquiesça, laissant échapper un souffle étranglé. Il devait être honoré, vous comprenez, un accueil convenable, une place réservée à table. Il était le dernier invité que M. Léonard ait jamais reçu. Les yeux de mademoiselle Marple brillèrent. Mais ensuite, votre respect silencieux s'est transformé en peur. Vous l'avez enfermé, vous l'avez déplacé à nouveau, vous avez placé des cartes comme des avertissements, ou comme des invitations. L'inspecteur Willis s'avança. « Où est-il maintenant ?» Hawthorne fixa désespérément la cheminée, le compartiment secret. « Je l'ai caché là, » murmura-t-il. « Mais quand j'ai vérifié à nouveau, il avait disparu. » Un silence s'abattit. Willis aboya. « Disparu ?» Hawthorne acquiesça dans une détresse tremblante. « Je le jure. » Evelyn haleta. Lydia agrippa le bras de mademoiselle Marple. Le visage de Marjoribanks pâlit à nouveau. Esther Ravenscroft vacilla. « Dis, disparu. Comment a-t-il pu ?» Les sanglots de Hawthorne brisèrent le silence. « Je ne sais pas. » Mademoiselle Marple inspira lentement, puis énonça la vérité qui s'était formée dans son esprit comme un puzzle s'emboîtant parfaitement. « Vous faites partie de cette tragédie, » dit-elle au majordome. « Mais vous n'en êtes pas l'architecte. » Hawthorne la regarda, stupéfait. Mademoiselle Marple se tourna vers madame Ravenscroft. Son ton était tendre. « Ma chère, une femme sait quand son mari cache des secrets. Elle connaît la forme de sa culpabilité, même si elle n'en voit jamais la preuve. » Esther eut le souffle coupé. Quand Léonard est revenu des écuries ce dernier jour, il portait de la boue qui ne provenait pas de l'équitation, mais de la cave. Il cachait quelque chose. Mademoiselle Marple fit une pause. « Ou quelqu'un ?» Esther murmura. « Non. Monsieur Brentwood n'est pas venu pour dénoncer Léonard, » continua mademoiselle Marple, « mais pour le libérer. » La pièce se figea. Evelyn balbutia. « Le libérer ? Mais il est mort. » Mademoiselle Marple la regarda avec une profonde tristesse. « Monsieur Léonard Ravenscroft n'est pas mort dans cet accident d'équitation, » dit-elle. « Il a survécu, et son ami le plus fidèle connaissait la vérité. » Chaque halètement était comme un coup de poignard dans l'air. Le visage d'Esther se déforma. Léonard, vivant? Mademoiselle Marple acquiesça avec tristesse. Il est revenu se cacher dans le seul endroit qu'il pouvait considérer comme son foyer. La cave. Le deuxième invité. L'inspecteur Willis jura entre ses dents. Mademoiselle Marple poursuivit d'une voix calme mais puissante. Brentwood était le messager. Léonard était le secret. Et Hawthorne croyait protéger l'un en réduisant l'autre au silence. La veuve s'effondra dans les bras d'Evelyn, un gémissement déchirant s'échappant de sa gorge. Hawthorne sanglotait ouvertement. « Maître Léonard m'a supplié. Personne ne devait savoir. Il a dit qu'il ruinerait Esther avec la vérité. » Mademoiselle Marple posa doucement une main sur son épaule. « Et maintenant ?» dit-elle d'une voix douce comme la neige hivernale. La vérité éclatera sans son consentement. Son regard se tourna vers le couloir sombre qui descendait. Vers la porte de la cave. La 6e carte l'attendait.
Mademoiselle Marple descendit l'étroit escalier de service, suivie de près par l'inspecteur Willis et l'agent Brackett, dont les lanternes éclairaient faiblement les murs de pierre, qui n'avaient pas vu la lumière du soleil depuis des décennies. La porte de la cave grinça lorsqu'elle s'ouvrit, laissant échapper un souffle froid et humide, comme si la terre elle-même avait gardé un secret. Hawthorne suivit en dernier, les épaules voûtées, tel un pénitent escortant la vérité qu'il avait tenté, en vain, d'enterrer. Miss Marple avançait avec précaution, mais d'un pas assuré. « Les gens craignent davantage le déshonneur que la cruauté », dit-elle doucement, alors qu'ils s'enfonçaient dans les profondeurs souterraines. Ils s'accrochent à leur réputation tout en laissant la miséricorde leur échapper. L'inspecteur Willis scruta les ombres devant lui. Et Léonard Ravenscroft s'accrochait à sa réputation? Miss Marple répondit. Il s'accrochait à tout ce qu'il craignait de perdre, y compris sa femme. Une faible lumière clignotait au fond de la cave, derrière des caisses empilées et des tonneaux de vin poussiéreux. Mademoiselle Marple les y conduisit, s'arrêtant devant une porte en bois étroite, repeinte à la hâte, récemment utilisée. « Il y a de la boue sur ce seuil, » observa-t-elle. « La même argile que sur la fenêtre et le sol de la chambre d'amis. » Brackett déglutit. « Quelqu'un est passé par là hier soir. » Mademoiselle Marple acquiesça. Quelqu'un qui voulait désespérément faire croire au monde extérieur qu'il était parti. L'inspecteur Willis se prépara mentalement. « Préparez-vous. » Il poussa la porte vers l'intérieur. La petite pièce derrière était meublée de façon spartiate. Un lit de camp, une fine couverture, une carafe d'eau éventée. Une seule lanterne brûlait faiblement. Le maigre confort d'un homme qui existait, mais ne vivait pas. Et sur une chaise en face du lit de camp était assis un homme en costume sur mesure, peut-être plus mince que dans leurs souvenirs, les cheveux plus grisonnants, mais indéniablement vivants. Léonard Ravenscroft. Il les regardait avec le calme épuisé de quelqu'un dont les secrets n'avaient finalement plus nulle part où se cacher. Esther Ravenscroft eut le souffle coupé derrière eux et se serait effondrée si Evelyne ne l'avait pas retenue. La voix de Léonard se brisa lorsqu'il dit « Esther, ma chère ». Mais mademoiselle Marple s'avança doucement, sa voix douce comme celle d'un gardien. « Vous avez laissé votre femme vous pleurer pendant 6 mois, dit-elle. Pourquoi vous révéler maintenant ?» Le regard de Léonard se posa sur Hawthorne, qui se tenait tremblant sur le seuil, puis revint sur mademoiselle Marple. « Pour la protéger, » murmura-t-il. Tout avait disparu. L'entreprise, mon nom, mon honneur. Si la vérité avait éclaté, Esther aurait été traînée dans la boue avec moi. Alors je suis parti, laissant le monde croire à un accident. Willis grogna. Vous avez laissé un autre homme mourir pour vous couvrir. Léonard se raidit. Brentwood était vivant quand je l'ai vu. Les yeux de mademoiselle Marple reflétaient une profonde et tragique compréhension. Et pourtant, il est mort maintenant, dit-elle, parce que Hawthorne croyait que le silence était synonyme de loyauté. Hawthorne tomba à genoux. Je l'ai fait pour vous deux, pour le manoir. Le visage de Léonard se tordit de douleur. Vous vous méprenez. Alistair voulait m'aider. Il savait comment redresser les finances. Il avait découvert que les erreurs, celles qui m'ont ruiné, n'étaient pas les miennes, mais celles d'un conseiller de confiance qui nous a trompés tous les deux. L'inspecteur Willis s'approcha. Le colonel Marchbanks? Léonard acquiesça lentement. Il m'a supplié de ne rien dire. Il m'a dit que le scandale détruirait Esther. Je l'ai cru. Le colonel, toujours menotté, ne pouvait pas parler, seulement tressaillir devant la vérité indéniable qui l'écrasait. Miss Marple exposa le schéma final avec douceur, mais sans pitié. Vous avez simulé votre mort pour protéger votre femme de la honte, sans vous rendre compte que cette honte
avait été semée par quelqu'un qui prétendait également la protéger. La voix de Léonard portait le poids d'un homme qui avait déjà vécu sa ruine 2 fois. J'ai demandé à Hawthorne de garder mon secret, seulement à Hawthorne, mais Brentwood a insisté pour dire qu'Esther avait le droit de savoir. Il est venu ici cette nuit-là, et il m'a vu. Hawthorne s'effondra complètement, les larmes creusant des sillons dans la poussière sur ses joues. « Il a menacé d'aller voir les journaux », murmura Léonard. « Nous nous sommes disputés. Il est parti, ou a essayé de partir. Je pensais qu'il était simplement secoué. Je n'aurais jamais imaginé. » Mademoiselle Marple termina la phrase, que cette loyauté se transformerait en violence. Le silence régnait, à l'exception des sanglots brisés d'Esther. Léonard tendit la main vers elle, mais elle recula, son chagrin se transformant en quelque chose de plus froid. « Tu m'as laissé t'enterrer, » dit-elle d'une voix étranglée. « Tu m'as laissé souffrir seule. Tu as cru au mensonge et laissé la vérité pourrir sous nos pieds. » Ces mots frappaient avec la précision d'une vérité sans limite. Hawthorne baissa la tête vers le sol. « Madame, je vous en supplie. »« Non, » murmura Esther. « Vous ne comprenez pas l'amour. Vous ne comprenez que la peur. » L'inspecteur Willis prit Hawthorne doucement, mais fermement par le bras. « Vous serez inculpé. Quelle que soit la pitié que nous pouvons ressentir, M. Brentwood mérite que justice soit faite. » Hawthorne acquiesça, dévasté. « Je sais. » Alors que Willis le conduisait à l'étage, Léonard fit un pas derrière eux, jusqu'à ce que la voix de Mademoiselle Marple l'arrête. « Vous devez venir aussi, » dit-elle. « Les morts ont besoin de paix, les vivants doivent la mériter. » Le visage de Léonard se décomposa. « Pendant 6 mois, la vérité a été emprisonnée dans cette cave, » poursuivit Mademoiselle Marple. « Maintenant, elle doit respirer à nouveau. » Elle se retourna et offrit son bras à Esther. La veuve hésita, puis plaça sa main tremblante dans celle de Miss Marple, qui la serra doucement. Dans l'escalier au-dessus, la faible lueur des bougies vacillait, tandis que le personnel domestique attendait, témoins effrayés du démasquage final. Miss Marple jeta un dernier regard à la pièce austère derrière eux. Le lit de camp, la lanterne, les vestiges de la peur rendus tangibles. « Les objets, » murmura-t-elle, « ne cachent jamais ce que le cœur ne peut supporter. » Elle ferma la porte. Le matin se leva doucement sur St. Aldwych, la lumière du soleil inondant Ravenscroft Hall, comme pour effacer les révélations de la nuit. Mais Mademoiselle Marple savait que certaines taches étaient trop profondément incrustées dans le tissu de la vie pour être effacées par l'aube. En bas, dans le salon, Madame Esther Ravenscroft était assise, immobile, les mains serrées, autour d'une tasse de thé qu'elle n'avait pas goûtée. L'inspecteur Willis était parti avec Hawthorne en garde à vue, et Léonard restait sous étroite surveillance dans une chambre d'amis. Il n'était plus caché, mais loin d'être libre. La maison semblait étrangement plus grande maintenant, comme si les secrets avaient autrefois occupé l'espace comme des meubles, et que leur disparition avait laissé des vides dérangeants. Mademoiselle Marple était assise tranquillement à côté d'Esther, lui offrant sa présence plutôt que des platitudes. « Vous avez subi un deuil particulier, » dit-elle doucement. « À 2 reprises. » Esther acquiesça, les yeux remplis de tristesse. « Je ne sais pas quelle vérité me fait le plus souffrir, que Léonard soit mort ou qu'il ait vécu. » Mademoiselle Marple lui toucha doucement la main. « Il faut pleurer ce que l'on croyait, avant de pleurer ce qui est. » Le regard d'Esther se posa sur la cheminée, où reposait l'enveloppe argentée contenant les 5 cartes qui racontaient l'histoire que ni elle ni son mari ne souhaitaient lire. Elle parla d'une voix tremblante. « Que devient une maison construite sur des mensonges, Mademoiselle Marple ?» Les yeux de la vieille détective étaient remplis d'une tendresse inébranlable. « Elle tient debout, ma chère.
mais elle doit résister aux tempêtes que ses fondations attirent. Dans la bibliothèque, un domestique travaillait silencieusement, remettant les chaises et les tapis à leur place. Mademoiselle Marple franchit le seuil, les yeux fixés sur le bureau où la dernière carte avait été trouvée. Elle ouvrit l'enveloppe argentée et en retira les cartes, une fois de plus, les disposant en ligne. 4 portèrent le nom de M. Alistair Brentwood. Une portait celui de colonel Marchbanks. Une table dressée pour la vérité, et la vérité arrivant une place à la fois. Sa main s'attarda sur l'espace vide où aurait pu se trouver une 6e carte, celle d'un homme qui avait échappé à l'attention du monde en prétendant ne plus en faire partie. Léonard Ravenscroft avait été le dernier invité depuis le début. Mademoiselle Marple glissa les cartes dans leur enveloppe et la referma d'une légère pression du bout des doigts. « Les objets, murmura-t-elle, ont l'étrange habitude de se souvenir quand les gens essaient d'oublier. » Dehors, mademoiselle Evelyn Copley se tenait sous les arbres d'automne, le visage pâle mais le regard nouvellement durci. Elle regardait le colonel Marchbanks être escorté vers la voiture de police qui l'attendait. Sa rage s'était transformée en cendre. « Il se croyait noble », observa gentiment mademoiselle Marple en s'approchant d'elle. Evelyn sursauta en entendant cette voix, puis expira. « Je pensais que la loyauté consistait à protéger les personnes que l'on adorait. Mais peut-être que la loyauté sans vérité devient de la cruauté. » Mademoiselle Marple acquiesça. Les meilleures intentions deviennent des boucliers dangereux lorsqu'elles sont maintenues trop longtemps. Evelyn se serra dans ses bras. Madame Ravenscroft s'en remettra-t-elle? Avec le temps, répondit mademoiselle Marple. Le chagrin se transforme, mais il ne disparaît jamais. Evelyn murmura. Je resterai à ses côtés. Mademoiselle Marple sourit chaleureusement. Alors, elle ne traversera pas seule la tempête. Plus tard, mademoiselle Marple emprunta le chemin qui menait au village. Les oiseaux avaient repris leur gazouillis matinal. Le monde semblait impatient de retrouver son rythme habituel. L'agent Brackett se dépêcha de la rattraper. « Mademoiselle Marple !» l'appela-t-il, légèrement essoufflé. « L'inspecteur Willis m'a chargé de vous remercier. Sans vous, nous aurions arrêté la mauvaise personne. » Mademoiselle Marple gloussa doucement. « Oh, je n'ai fait qu'écouter. Les gens s'expriment le plus fort dans ce qu'ils ne disent pas. » Brackett se gratta la tête. « La justice est une chose étrange. Elle surgit là où on s'y attend le moins. » Mademoiselle Marple s'arrêta en plein élan, ses yeux bienveillants se plissant légèrement. « Oui, dit-elle, et parfois, elle arrive en retard, prenant la dernière place à table. » Une brise se leva alors, faisant bruisser les feuilles et apportant avec elle un léger parfum de chrysanthème provenant de Ravenscroft Hall. Mademoiselle Marple serra son châle autour d'elle. Les villages étaient des jardins fragiles, et les secrets étaient des mauvaises herbes. Il fallait les arracher dès qu'ils apparaissaient, avant qu'ils ne poussent suffisamment pour faire de l'ombre à tout ce qui était fragile. Elle continua son chemin, ses chaussures en dentelle effleurant le gravier, petite silhouette, empreinte d'une sérénité certaine, dans un monde qui enfouissait souvent la vérité profondément sous terre. Mais la vérité avait toujours le moyen de refaire surface. Mademoiselle Marple le savait, elle venait d'en ramener une à la lumière.